Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Aujourd'hui, c'est Halloween. Et donc, votre hôte Jules Melon est en compagnie du CEO, notre créateur à nous, Sawyer. Comment vas-tu? Comment ça va? Bah écoute, joyeux Halloween à tous nos abonnés, à tous les gens qui nous écoutent en Oui. ce soir d'Halloween. Voilà, on enregistre un peu plus tôt, mais c'est une de mes fêtes préférées. Je suis très content de faire un épisode Halloween là et d'y participer. Donc voilà, et qui plus est sur ce film, parce qu'on a quand même tout un Hmm. historique sur ce film qui est assez drôle. C'est vrai que je ne t'ai pas du tout poussé à le regarder. Non, mais ça, c'est Non, une petite private non. joke. Disons que c'est vrai que j'étais insistant, mais tu voulais le voir un jour quand même. Parce que indirectement, l'année dernière, on parlait d'un film à peu près dans le même genre, c'est-à-dire la folk horror, The Wicker Man, qu'on a fait en rétro en 2023 donc. Et il va être question ici de un de ses rejetons, même si c'est très différent, hein, sorti en 2019. On va fêter ses 5 ans ici. Midsommar, qui n'est nul autre que le deuxième long métrage de Monsieur Ari Aster, qui avait déjà été fort remarqué avec son premier Hérédité et qui depuis a fait son fort apprécié également, notamment de toi, Beau is Afraid. Trois Et films qui reviendra l'année réussis. prochaine aussi. Et il va revenir l'année prochaine, ou enfin avec une sorte de western, je crois, avec un casting assez pléthorique. Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop encore vers quoi il va nous mener, mais avec Ari Aster, on sait qu'on va être un petit On peu peut jamais pris. savoir. Ouais. Voilà, de toute façon, on verra s'il continue à détricoter les mêmes thématiques. Et dans Midsommar, nous avons dans le rôle principal, parce que c'est vraiment elle, l'actrice et l'héroïne, Florence Pugh, qui depuis bon joue dans des productions peut-être moins fameuses, enfin fameuses en termes de qualité. Et à ses côtés, nous avons pêle-mêle Jack Rayner qui joue son petit ami, Will Poulter dans un rôle très particulier, William Jackson Harper, etc. Et beaucoup d'acteurs et d'actrices suédoises, parce que c'est une coproduction avec la Suède. Hein, c'est important de le noter, mais c'est un film, on va dire, quand même américain, produit et distribué par A24, bien évidemment, qui va se dérouler pour la majeure partie de son intrigue en Suède, où on va suivre Danny, Christian et leurs amis dans une sorte de pèlerinage. On va pas forcément dire cela comme ça, mais ils vont passer quelques jours dans une communauté qui fête tous les 90 ans quelque chose d'extraordinaire, mais chaque année aussi, ils rendent hommage au solstice d'été, le fameux Midsommar. Le problème, c'est que Dani, elle va pas bien du tout. Elle a connu une grave tragédie personnelle, et ceci au moment où Christian, son petit copain, pensait la quitter. Donc il reste avec elle par pitié, c'est jamais bon ça, c'est pas bon signe. Et il va l'inviter, ou bah, elle va, on va dire, s'intégrer bon an mal an dans dans ce voyage en Suède, où peut-être elle va réussir d'une certaine manière à revivre ou à surmonter son traumatisme, ou pas, peut-être en vivre d'autres, parce que cette communauté, donc dans ce petit endroit qui s'appelle Arga, disons qu'elle a des mœurs très différentes de ces Américains qui sont venus là soit en touriste, soit en études, parce que sont un petit peu voilà, dans l'anthropologie, à faire des thèses éventuellement sur les coutumes scandinaves plus ou moins païennes qui vont être déclinées ici sous nos yeux. Et évidemment, nous sommes dans un film d'horreur, là, sinon on ne ferait pas ça le jour d'Halloween, mais une horreur très différente qui va se dérouler pratiquement que de jour avec le soleil, parce que quand vous allez en Suède l'été, eh ben, la nuit n'existe quasiment pas, vraiment pas. Donc, ambiance très différente pour, oui, une peur solaire absolue. On va voir un petit peu ces personnages vivre des choses étranges, 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 mais on va développer ça, bien sûr, dans cette petite rétro. Première chose, mon cher Sawyer, bah, que penses-tu d'Ari Aster au sens large? Et évidemment, ton avis sur ce film que tu as découvert après Boys Afraid. Tu avais vu Hérédité aussi, je crois. Hein. Oui, c'est ça. J'avais vu Hérédité l'année dernière pour me préparer justement à Boys Afraid. Et donc, c'était le seul qui me restait des trois de la trilogie, la première trilogie de Ari Aster, entre guillemets. Et moi, c'est un réalisateur qui m'a tout de suite passionné. Je trouve que Hérédité est un film qui est absolument terrifiant et qui montre que justement, on n'a pas besoin de faire de l'ultra gore non plus ou des jumpscares à outrance pour justement être terrifiant. Parce que c'est toujours quelqu'un qui va expérimenter sur l'horreur. C'est-à-dire que Hérédité, c'est pas des jumpscares à outrance, c'est de l'attente. Et d'ailleurs, moi, ma scène préférée d'Hérédité, par exemple, c'est la scène, bon, alors attention, ouais, je vais pas spoiler, mais je vais dire où il y a un personnage qui regarde dans une pièce et il y a un autre personnage qui est
disons, accroché dans un coin de la pièce. Je pense que tu vois de quelle scène je veux parler. Mais voilà, qui pour moi est une scène assez terrifiante. Et au final, je ne crois pas qu'il y ait de jumpscare en fait dans cette scène-là. Donc c'est une scène assez impressionnante. Pareil, donc là j'ai compris que Ari Aster allait jouer sur l'horreur. Il joue aussi évidemment sur la famille, dont on parlera après. Mais voilà, c'est un réalisateur assez intéressant pour ça. Et après, j'ai vu Boys of Raid, qui est toujours, même après Midsommar, mon film de Ari Aster préféré. Parce que, disons que Boys of Raid va jouer aussi sur le psychédélique, vraiment on sait jamais ce qui est réel ou non. On a presque une dimension presque David Lynch hein, dans Boys of Raid notamment. Et bah, c'est aussi aidé par la superbe prestation de Joaquin Phoenix dans le film, je trouve. Mais voilà, encore une fois, c'est un film qui va parler de trauma, de famille, du rapport avec la mère, aussi de qu'est-ce que c'est en fait la famille, qu'est-ce que c'est perdre sa famille, parce que Boys of Raid, c'est aussi quelqu'un qui a perdu sa mère et qui va devoir aller à son enterrement. C'est quelque chose qu'on peut relier évidemment encore à Midsommar sur qu'est-ce que c'est la perte d'un proche. Et d'ailleurs, tu le remarqueras que dans chaque début de film de Aster, il y a la perte d'un proche. Parce que dans Hérédité, je crois que c'est la grand-mère qui décède dès le début. Bon, il y a d'autres décès dans le film, mais c'est la grand-mère qui décède. Dans Boys of Raid, c'est la mère de Beau. Et dans Midsommar, c'est les parents et la sœur, celle qui a le moins de chance, du personnage de Danny. Donc tout le film va être aussi quelque chose sur le deuil, et c'est quelque chose dont il traite beaucoup dans son cinéma. Et le deuil va toujours prendre une dimension presque terrifiante, en fait, presque thérapeutique, entre guillemets. Alors comment ces personnages se soignent-ils? C'est la question qui est la plus passionnante, je trouve, dans Midsommar. C'est aussi un film qui est assez terrifiant, notamment parce qu'il prouve qu'on n'a pas besoin de faire des films de nuit, d'horreur, pour être terrifiant, pour le coup. Et voilà, moi, c'est pas mon Aster préféré, mais je trouve que c'est encore une fois un excellent film. Je lui ai mis genre 8 sur 10, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un film qui est assez impressionnant, surtout pour un deuxième film, et qui prouve que pour moi, Ari Aster bah, est un des grands réalisateurs de notre génération, avec Jordan Peele, et dans les deux meilleurs, quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, une sorte de trilogie. Moi j'ai noté ça d'emblée parce que oui, les trois films ont un grand lien et comme tu l'as dit, thématiquement, on est dans la famille et le deuil au sens large et une lecture psychanalytique, surtout dans les deux qui ont suivi Hérédité, mais même Hérédité, si on cherche un petit peu quand même, comment surmonter le trauma. Et Midsommar s'appuie pour moi ici sur ces effets au-delà, donc tu l'as dit, du jumpscare, dans des atmosphères et des ambiances qui sont construites à contre-emploi, dans le sens où on ne s'attend pas à vivre cela dans une communauté qui a l'air très joyeuse et sympathique, accueillante même au début, habillée de blanc alors qu'il fait jour tout le temps. Franchement, on aimerait y être pendant, on va dire, un tiers du moment où ils sont là-bas, au début. Tu te dis, c'est super cool, quoi. C'est même baba cool. Alors, ils prennent des petites substances. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, il y en a un qui vient pour s'amuser et il a l'air content d'être là. Mais quand tu creuses et que tu commences à avancer dans, on va dire, les rituels, la routine de cette communauté, il se passe des choses. Et il installe quelque part le spectateur ici en témoin de quelque chose qu'il va à la fois voir et subir indirectement, parce que Midsommar, moi, quand je l'avais vu en salle, psychologiquement, j'ai ressenti beaucoup de choses. Il y a une scène, un moment, là, voilà, sur une falaise, hein, on n'en dira pas plus pour l'instant, qui fait la bascule dans le film. Et comme tu l'as dit, ça part d'un moment difficile, voire horrible pour nos protagonistes, avec ce deuil où on voit que Dani ne va pas bien du tout, et même d'ailleurs avant la mort de sa sœur et des parents, on voit que psychologiquement elle est atteinte par quelque part une sorte de bipolarité de sa sœur, qui lui fait du chantage affectif, on ne sait pas trop, elle ne sait pas exactement comment prendre sa vie en main, quoi. C'est comme si elle vivait une sorte de vie de fantôme, en fait. Et en plus, son petit ami qui est sur le point de la quitter. Rien ne va, quoi. Et c'est par ce drame absolu que, paradoxalement, Dany va avoir une nouvelle chance. Et c'est là où tu disais quelque chose d'intéressant, la thérapeutie, enfin le côté thérapeutique, la thérapie, voilà, c'est quand même plus français. Et dans Boys of Raid, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à travers le deuil, au départ, d'un personnage qui va pas bien, derrière, il va y avoir une reconstruction par la destruction aussi de certains principes. C'est-à-dire que dans Midsommar, on va sortir du contexte américano-centré absolu pour aller ailleurs, dans une autre ambiance, et peut-être retrouver un nouveau souffle. D'ailleurs, le film respire beaucoup, il souffle. Il y a tous les éléments qui... Même la nourriture respire par moments, c'est assez fou.
Et dans Boys Afraid, si on veut faire un parallèle, Beau, à travers ce deuil-là, va peut-être essayer enfin de prendre sa vie en main, même si c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'on peut encore plus mettre je pense, entre parenthèses, parce que ce sont des films différents, mais en parallèle Midsommar et Boys Afraid. Et après, évidemment, cette construction se fait. Alors, Boys Afraid est plus dans une horreur, on va dire. Il y a plusieurs formes d'horreur dans Boys Afraid, même si c'est psychologique. Un peu de Carpenter, tout ça au début. Et après, ça part ailleurs. Une sorte de home invasion. Et de moments aussi dans une communauté, dans une forêt, qui va rappeler Midsommar à ce moment-là. Alors que Midsommar, c'est plus un film quelque part kubrickien aussi. Je ne sais pas si tu as beaucoup vu de Stanley Kubrick pour l'instant, mais il y a un côté Shining aussi, même dans le retournement de la caméra, l'idée qu'il chemine vers cette communauté à un moment, et la Il y a un caméra côté même se retourne. claustrophobe, évidemment. Enfin, il y a un Ouais, et côté puis claustrophobe, alors que c'est un village, tu vois. C'est ça qui est assez intéressant. Le contraste, c'est intéressant. c'est ça, mais dès le début où on se retourne pour voir, en fait, on rentre dans un autre monde opposé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce film fonctionne aussi bien, selon moi, pas uniquement par rapport à ce qui se passe dans la communauté, mais toute cette introduction est plus que nécessaire. Parce que si on regarde bien les détails, beaucoup de gens l'ont analysé, on voit tout. Si on regarde de près les, je sais pas moi, 20 premières minutes avant qu'ils arrivent dans la communauté, tout est là. Alors, il y a des fusils de Chekhov dans tous les sens, un peu, voir quel personnage va survivre ou non et comment. On n'en dit pas plus. Des jeux de miroir. Et encore plus fort, toute la première scène, c'est un gros, c'est un plan fixe en fait, sur une tapisserie. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, parce que quand on voit le film une première fois, etc., bon, il y a cette magnifique introduction où on voit en gros, les saisons qui défilent, on ne sait pas trop. Tapisserie qui représente le côté folklorique de la communauté. Et si tu décryptes cette tapisserie, eh bien, tu te rends compte qu'on a nos personnages dessus et leur destin est inscrit ici, déjà là, comme si de toute façon c'était écrit. C'est là où on se rendra Évidemment, il y a un compte truc de que destin, d'héritage, en fait, forcément, qui s'ajoute c'est au truc. ça. Un côté rituel, on sent que tout ce qui va se passer dans le film, donc dans la communauté, c'est déjà produit autrement avant avec d'autres personnes probablement, et doit se reproduire, comme si on devait nourrir ce cycle éternel. Et c'est d'ailleurs là où c'est passionnant, c'est que Ari Aster, jamais il ne va juger cette communauté, il va limite plus indirectement juger les personnages américains, si tu vois ce que je veux dire au début, avec Christian qui est hypocrite, Ouais, ils avec sont ses tous amis qui montrés sont comme oui. il y a de l'hypocrisie, genre non, mais je sais Ils sont tous pas, je montrés vais comme la très quitter, ouais. puis finalement je la quitte pas parce que non, c'est pas lui rendre service de rester avec elle par force parce qu'elle est pas bien. Psychologiquement, c'est dur, évidemment. Imaginez que vous devez quitter quelqu'un qui a subi un drame, c'est très compliqué, mais ça ne peut être que voué à l'échec. Et puis t'as l'autre qui fait sa thèse à un moment, et puis celui qui veut aller là-bas juste parce qu'il veut faire le touriste et profiter en ne respectant pas du tout les coutumes. Et après, Bah, t'as les deux qui ont eu. qui est joué d'ailleurs Oui, par, on l'a pas, je crois, par Will Poulter, voilà, c'est ça. qui sera du coup Adam Warlock dans le dernier Gardien de la Galaxie, si vous l'avez vu. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Mais il a une tête en plus. Voilà, il peut jouer cet Américain qui se fiche un peu de tout. Des fois, j'aime bien Oui, cet évidemment. acteur pour ça. Il joue sur son physique. Et en fait, voilà, ils vont partir là-bas. Il y en a deux qui veulent faire une thèse, un qui veut peut-être piquer la thèse de l'autre. Enfin, c'est tout un truc. C'est lamentable sur le papier, quoi. Et ils sont amenés là-bas par un Suédois qui s'appelle Pelle, qui a connu cette communauté et qui fait ses études aux États-Unis et qui va les amener là-bas. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça se sent, grosso modo, il y a quelque chose là-dedans qui ne tourne pas rond, qui n'est pas net. Il n'y a pas besoin d'avoir de spoiler. Si on est très attentif au début du film, on comprend certaines choses. Après, ce qui va nous intéresser surtout dans le métrage, au-delà donc de découvrir la communauté et de certains rituels qui, d'ailleurs, soit dit en passant, n'existent pas en vrai. C'est inspiré de ce qui pouvait se passer, on va dire, dans une sorte de préhistoire donc des premières communautés comme cela, mais aujourd'hui vous allez en scène, non, vous n'avez pas des communautés comme ça, on vous rassure. Ou alors fuyez, fuyez très vite si vous voyez ça. Mais ce qui va nous intéresser dans le film, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est le destin de Dani. C'est vers elle que les projecteurs sont tournés dès le début, et on ne fait pas de suspense. Ari Aster, il s'intéresse à ce personnage. C'est un peu d'ailleurs une forme de beau avant l'heure. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
Bah, c'est un personnage avec des traumatismes justement qui traverse un parcours, comme on l'a dit. Et là où le parcours de Beau peut être interprété comme métaphorique, parce que on peut presque supposer que tout cela n'est pas réel, tu vois, dans Boys Afraid. Là, on va être sur quelque chose de clairement plus littéral. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est presque thérapeutique en fait. C'est un parcours thérapeutique sur où progresser après une, une symbolique étape aussi dans sa vie, la perte d'un proche, tu vois, mais surtout la perte d'une figure d'autorité, tu vois, les parents, tu vois, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce que c'est perdre la personne qui est pas supérieure à nous, mais qui est voilà la personne qui nous a tout appris, qui est notre ancien justement, qui est notre doyen, tu vois. Et c'est ça qui est assez intéressant. On le retrouve notamment aussi dans Hérédité, évidemment. Et évidemment, la deuxième mort de Hérédité va faire un parallèle avec la première, donc qui est la grand-mère. Mais évidemment, donc voilà, ça c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui est presque thérapeutique. Et comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est l'aspect claustrophobe de ce film. C'est qu'on a un aspect où c'est un village assez grand même quand même. Les personnages se déplacent sur des grands espaces. On n'est pas sur la petite maison de Hérédité. C'est aussi quelque chose qu'on peut analyser. D'ailleurs, les films de Ari Aster s'ouvrent de plus en plus. On commence avec la toute petite maison de Hérédité. Hmm. Enfin, la petite maison, c'est une grande maison, mais voilà, tu m'as compris. On a ensuite le grand village de Midsommar, puis presque tout le monde entier dans Boys of Freddy. Il y a aussi D'ailleurs, une forme de progression là-dedans. c'est très intéressant ce que tu dis parce que non seulement on est dans la maison dans Hérédité, mais le film Hérédité s'ouvre sur la maison de poupée qui représente la maison. Il y a une mise en abîme. Donc on est vraiment dans Aussi, un tout évidemment. petit espace au tout début. Même d'ailleurs, dans Midsommar, au final, il ouvre les espaces, quelque part. Parce qu'au Mais début, paradoxalement, mais c'est ça qui est assez intéressant, ouais. c'est que malgré cette ouverture physique, en fait, dans ce truc-là, métaphoriquement et thérapeutiquement, les personnages sont toujours coincés, en fait. Il y a toujours un aspect claustrophobe qui est là, que ce soit dans Boys Afraid, où le personnage se sent vraiment coincé dans ce monde, etc. Et les espaces semblent très restreints, Mm. malgré le fait que ce soit tout le monde. Et notamment dans Midsommar, où c'est un grand village, mais les personnages semblent vraiment coincés. On a l'impression qu'ils vivent dans un mètre carré, qui sont bloqués et qui sont les prisonniers, en fait, ce qui est plus ou moins le cas globalement de ce village, en fait. Et ce village va notamment être représenté par justement l'horreur qui va se créer dans la lumière. Et jusque-là, je trouve que c'est vraiment un coup de maître, en fait. D'arriver à faire un film d'horreur anxiogène en pleine lumière, c'est vraiment un tour de force et il y arrive parfaitement. Et surtout que, en plus, c'est le faux semblant du départ. C'est vrai que la première, voilà, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'il y a au début dans cette communauté, limite, on s'y sent bien. On sait qu'on voit un film d'Ari Aster, donc nous, spectateurs, on est biaisés. On sait que ça va mal tourner. Et puis, c'était un peu annoncé tel quel quand même. Mais ça fait le contraste avec tout le début de film, qui pour le coup, lui, est premier degré, anxiogène, huis clos, traumatique, avec Danny, donc qui perd ses parents et sa sœur, même avec les scènes dans ces alors, il y a des scènes dans un bar, des scènes dans une sorte de pièce où on les voit parler. Certes, ça parle un peu de façon triviale et tout, mais on sent que c'est oppressé, etc. L'oppression du système américain, parce que Ari Aster, il dénonce un petit peu aussi la société américaine, la société moderne occidentale au sens large. Donc tu sens, voilà, c'est très gris, c'est très sombre, et il va y avoir cette libération qui va se faire dans la communauté, mais avant cela, il y a une transition très forte. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à un moment, elle va aux toilettes parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle a un souvenir de ses parents alors qu'ils parlent tous là. Au moment où on lui annonce qu'elle va venir, voilà, elle va venir avec eux et tout, mais elle va s'enfermer aux toilettes parce qu'elle se sent pas bien, elle pense à ses parents. Et il y a une transition ellipse où on la retrouve dans des toilettes, mais c'est pas les mêmes, c'est celle de l'avion. Il y a ce plan-là où il y a voilà, une ellipse de toilette où on passe donc du moment où elle est aux États-Unis avant de partir ou au moment où elle est dans l'avion pour la Suède. Voilà. Donc, et c'est là où Ari Aster, même dans sa mise en scène, il joue avec les espaces. Il le fait souvent. On parlait du début d'Hérédité, puis après tout le film Hérédité joue sur les espaces de toute façon. Même qu'il y a une scène qui va faire une transition entre les espaces sur une route. On va pas dire ce qui s'y passe, mais disons que c'est un moment très choc quand même dans Hérédité, n'est-ce pas? Disons que c'est un moment où le spectateur va en perdre la tête, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Et dans Midsommar, il y a toute cette transition qui se fait là, où il y a une, comme tu le disais, hein, on est dans un huis clos de la communauté, ça veut dire qu'il y a une fausse ouverture en milieu extérieur où tout le monde est habillé de blanc, tout va bien, c'est bucolique et tout. Mais c'est vrai qu'on comprend très vite, sans trop savoir pourquoi, mais on le voit à un moment avec deux personnages, hein, qu'on ne peut pas quitter cette communauté. Parce qu'à un moment, il y a deux personnages qui essayent de partir, mais bah, ça va être compliqué pour eux. Donc on a l'impression que
une fois qu'on est dans cette communauté, on est dans un monde à part. Alors, c'est pas le monde de Beau, là, mais quelque part, c'est un petit peu l'idée aussi. Dans un monde à part, une sorte de sphère, une bulle, c'est Under the Dome, hein, si vous voulez, dont on ne pourra pas sortir. Nous, spectateurs, et les personnages aussi qui sont donc dans l'intrigue. Et après, bah, il se passe ce qui doit se passer. Est-ce que toi, voilà, qu'est-ce que tu as pensé donc des moments rituels, et après on va faire la transition vers la zone spoiler très vite, mais est-ce que tu as été désarçonné ou plutôt en mode, bon, tu savais que ça allait mal se terminer, évidemment, mais au tout début, dans les premiers moments dans la communauté, toi, imagine, tu aurais été là parmi eux, est-ce que tu te serais senti bien ou tu sentais le malaise directement arriver? Bah évidemment, c'est ce que j'allais dire justement. Merci de me. Bah tu as choisi pile le bon mot sur ce que j'allais lancer. C'est que je trouve que c'est pas tant un film terrifiant, c'est un film extrêmement malaisant en fait, qui crée une espèce de forme de gêne, de malaise, presque intrusif en fait, de je ne devrais pas regarder ça. En fait, t'as l'impression vraiment d'être vraiment dans ce village en fait, et vraiment c'est en plus c'est long, tu vois. C'est le film dure 2h20. Il prend bien le temps de mettre les séquences de rituels et de les faire vraiment durer. Et donc, il y a une forme de malaise, en fait, de gêne qui se crée là-dedans, notamment la scène de la falaise, voilà, on en parlera en spoiler. Mais cette scène, voilà, est vraiment crispante. Et voilà, ouais, c'est le bon mot que j'utiliserais pour défendre, pour bah, voilà, décrire ça, c'est crispant. En fait, il y a une forme vraiment de je ne devrais pas regarder ça c'est vraiment gênant, en fait. Voilà, j'ai du mal à trouver d'autres mots, mais c'est quelque chose vraiment qui met mal, en fait, le spectateur. Et je pense qu'Ari Aster l'a très bien compris. Bah, c'est vrai que on a l'impression de rentrer dans une secte, hein, tu sais, où tout a l'air faussement bienveillant, très souriant, c'est jamais bon signe, ça. Ça m'a rappelé, c'est marrant parce que j'en parlais à l'époque avec un ami Artopolis sur sa chaîne, ça me rappelait la communauté un peu spectrale dans Big Fish, mais je crois que t'as pas vu Big Fish. Si, t'as vu Big Fish, il me semble, de Tim Burton, un Si, si, moment j'ai vu où, Big Fish. voilà, Ouais. t'as le personnage qui passe par la forêt, voilà, pour faire un raccourci, et il va tomber sur ce petit endroit, une communauté, hein, un peu isolée, et ils sont tous très souriants et tout, et tu sens vite le malaise, le cringe un peu. Un endroit dont il ne pourrait jamais partir. Finalement, il va décider de partir dans Big Fish parce que finalement rien ne le retient. Mais ce faux paradis, voilà, c'est un petit peu le terme que je pourrais utiliser ici. Tout a l'air trop faussement paradisiaque. Et en même temps, Ari Aster, il va mettre le spectateur face à, on va dire, ses propres sensations. Tu aimerais passer des vacances dans cet endroit-là, ça a l'air sympa, c'est loin de la pollution, du bruit, tout ça, te poser un peu, quoi. Mais en même temps, voilà, il nous présente cela et il nous met aussi, nous, dans notre position occidentale, que on ne s'est pas rendu compte, peut-être, et on s'en rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours, mais notre société moderne et tout peut être très oppressante. Tout le début du film, voilà, il y en a une qui est en dépression et qui va donc se suicider et tuer ses parents en même temps. Tout ça, tu as Dany, tout ça, qui a du mal on va dire, s'adapter à ce monde-là. On le sent. On sent même que ça date d'avant les problèmes psychologiques de sa sœur. Alors, il n'y a rien qui est développé là-dessus, mais on peut imaginer quand même que niveau famille, c'était pas la joie, même au-delà de la sœur, pour Dany. Tu sens qu'il y a une chape de plomb. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Alors, des fois, on s'en rend compte, hein, des angoisses, tout ça. Et en fait, Midsommar, c'est un peu le film pour nous mettre face à une réalité et nous dire que, voilà, c'est pas réveillez-vous, mais faites attention, regardez bien comment vous sentez et tout. Ne prenez rien à la légère, quoi. J'ai un peu, voilà, c'est pour ça que le film m'a beaucoup marqué psychologiquement. C'est que après, tu reviens dans le monde réel hors cinéma et tu sens qu'il peut y avoir de l'oppression. Notre vie, elle est faite sur ça, hein. On est obligé de gagner notre vie pour subsister, etc. Et quand tu vois ce qui se passe dans la communauté, c'est l'inverse, hein. Ils ont une vie loin de tout individualisme, où il y a une sorte de cycle, même qu'à un moment, on parle donc voilà, de 0 à 18 ans, c'est l'enfance du printemps, de 18 à 36, c'est l'été, de 36 à 54, c'est l'automne de la vie. Ils ont tous un rôle, quoi. Alors ça fait un peu une sorte de communiste communauté plus sectaire quand même qu'autre chose, hein. Et donc après, tu as l'hiver de la vie de 54 à 72 ans. Et après, tu te dis, mais il se passe quoi après 72 ans? Et à l'autre qui rigole en disant quick. Ouais, ouais, il rigole. Rigole bien. Ça me fait marrer parce qu'il y a presque de l'humour inversé directement parce que c'est nous qui allons juger en tant qu'occidental certains des rituels. Et c'est vrai qu'à certains instants, on pourrait se dire, oh, mais c'est bizarre, oh, c'est pas bien, oh, c'est cringe. Mais est-ce que Ari Aster, et après on ira dans la zone spoiler, je pense, n'a pas voulu ici juste nous placer face à nos propres préjugés? C'est-à-dire, qui sommes-nous, même si ce qui s'y passe est quand même terrible, hein, mais qui sommes-nous pour juger des
coutumes et traditions de cette société-là. Quand bien même elles nous paraissent choquantes, ces traditions. Mais à certains moments, je ne sais pas si après le film, parce que c'est souvent après le film que tu y penses, est-ce que tu t'es pas dit, ah c'est terrible, à un moment il y a une scène qui est terrible, mais est-ce que ça ne peut pas se comprendre, entre guillemets? Je ne sais pas si tu t'es posé. Est-ce qu'on J'ai spoil pas d'ailleurs? vraiment eu ce recul-là, en tout cas pas pour l'instant, Ouais. pour le coup. Mais c'est vrai on peut se dire ça, notamment le fait que tu l'as dit, que les personnages, entre guillemets, américains, sont vus comme étant vraiment des connards, quand même, je trouve, à l'exception peut-être de Danny. Après, on parlera, je pense qu'on va bientôt passer en spoiler, parce que cette fin est quand même un peu ambiguë, voilà, on en parlera, Mais mais elle est assez intéressante à analyser. Mais j'ai pas vraiment eu cette impression-là. En même temps, je trouve que tu es vraiment derrière personne, quoi. T'as pas trop de peine pour les autres personnages, tellement ils sont quand même Danny. égoïstes, affreux, enfin voilà, quoi. Il y a que Danny avec qui tu peux avoir une vraie Ouais. empathie. Mais du coup, spoiler, parce que alors là, attention, voilà, il y a le retournement du film. Alors, il y a le retournement de la caméra arrivé à la communauté, d'accord? Donc, cet effet un peu Shining, hein, quelque part. On sent que Kubrick est une des influences, je crois que c'est un de ses réalisateurs préférés, de toute façon, Ari Aster. Il n'en fait même pas de secret. D'ailleurs, c'est le genre de réalisateur qui avoue ses influences, hein. Voilà, vous le verrez dans des interviews, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, de nos jours, tous les artistes modernes, entre guillemets, ont des références. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais donc, il y a cette scène, alors voilà, il se passe des choses dans la communauté, ils sont bien accueillis. Et puis, il y a un moment, il y a un rituel là qui se met en place, le fameux atteste ou pas, où donc, il y a un écho, parce que juste avant, il y a ce dialogue où il parlait des tranches d'âge, etc. Donc, à 72 ans, tu finis l'hiver de ta vie. Donc, normalement, à 72 ans, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus rien. Et Quick qui le dit, bah, Quick pour de vrai. Parce que, arrivé à 72 ans, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, il y a toute une sorte de repas, de célébration et tout. Et on a un couple, donc, de personnes âgées, qui, donc, à l'âge de 72 ans, décident, ont-ils vraiment le choix? C'est ça la vraie question, hein. Mais dans les règles de la communauté, décident de se jeter d'une sorte de falaise, donc suicide, sorte de géronticide, hein, c'est-à-dire qu'à 72 ans, tout le monde va mourir. Et comment as-tu vécu cette scène? Parce que, évidemment, c'est la scène la plus choc du film. Tu t'attendais peut-être pas exactement à cette scène-là. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as eu la même réaction que les personnages américains, justement? Bah oui, il y a un côté très horrifiant, il y a un côté particulièrement gore à cette scène, quand même, faut le dire. Hmm. Surtout que l'homme meurt pas tout de suite, donc ils sont obligés de l'achever, ce qui est quand même Ouais. particulièrement graphique, quand même. Il y a quand même cette scène. Et je trouve que c'est la scène qui illustre vraiment qu'ils sont pris au piège. Et c'est pour ça que tu parlais aussi du fait de remettre ça en perspective avec notre réalité quand tu sortais de la salle, parce que moi, j'ai pas vu en salle. Mais voilà, mais le fait que justement ce village soit ouvert montre qu'ils, finalement, entre guillemets, parce que voilà, ils sont pas libres, mais entre guillemets, ils sont libres, tu vois, ils sont dans un lieu ouvert. Et le fait d'être dans notre propre réalité, d'être dans vraiment la vie réelle, avec un toit ouvert, un truc, etc., on est vraiment sur quelque chose, bah, d'oppressant, en fait, quand bien même on est en extérieur. Donc, il y a ce truc-là, justement, c'est la première scène où tu réalises vraiment qu'ils sont pris au piège et qu'ils pourront pas sortir. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez impressionnante, notamment à travers. Je crois qu'il y a un ralenti aussi à un moment donné. Vraiment, c'est une scène qui est presque pas onirique, mais en fait, je crois qu'il y a des chœurs aussi, enfin, si je m'en souviens bien. Et Une donc, rupture de c'est quelque son, chose qui est je crois. Il y a le il son y a qui coupe. peut-être plus de son. Oui, c'est Ouais. ça. Oui, t'as raison. Mais oui, t'as raison. C'est vraiment impressionnant pour le coup. Et c'est une scène, ouais, comme je l'ai dit, particulièrement graphique. C'est le point de non-retour. Après ça, c'est fini pour eux, hein. Alors, c'est fini pour eux, oui et non, parce que avec le recul, eh ben, il y en a un qui est très intéressé pour sa thèse et il veut. Alors, c'est ça qui. Le sacrilège est là, hein. Les Américains, le côté interventionnisme américain, sacrilège ultime, c'est Josh, je crois, le personnage, qui veut à tout prix avoir accès au livre sacré. Sauf que non, on n'a pas le droit. Mais lui, il veut pour sa thèse. Et d'ailleurs, il va essayer de le dérober, je crois, plus ou moins. Enfin bon, c'est sous-entendu. Donc il y a l'idée du sacrilège perpétuel derrière. De toute façon, ces Américains, enfin ces gens-là ont été choisis pas par hasard, parce qu'ils s'intéressaient de trop près peut-être aussi à la communauté. La convoitise, toujours vouloir ce que les autres ont. C'est très américain ça. S'installer là où il faut pas, etc. Hein, quoi. Et tu as lui qui veut faire ça, l'autre qui veut voler la thèse. Tu as le personnage de Will Poulter, on peut en parler, lui, qui ne respecte rien, même qui va pisser un moment sur un arbre qui représente enfin, les cendres des ancêtres ou je sais pas quoi. Là. Donc, vous imaginez bien le délire quand même. Et donc, là, on comprend, il y a deux Britanniques, je crois, avec eux aussi, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont Britanniques, enfin, qui étaient là avant, qui sont venus à part. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver à ces Américains? Ils vont être sacrifiés dans le rituel.
et un rituel qu'il faut mettre en lien avec, selon moi, la renaissance de Danny. Et c'est là que la fin est ambiguë. Elle est extraordinaire, même cette fin, parce que quand tu revois le film et que tu fais attention aux détails, c'est un film qui marche super bien au revisionnage. Parce que quand tu te rends compte que tout au début, tout est annoncé, de la tapisserie à certains objets ou certaines représentations, il y a un tableau avec un ours, par exemple, là, aux États-Unis, il y a une poupée qui représente une sorte d'épouvantail Joker, qui représente donc le personnage Will Poulter qui va finir en bouffon, écorché de son visage, clairement. Il y a tout ça, et tu te rends compte aussi d'un truc, c'est que Dany, elle est déjà acceptée dans la communauté à travers Pelle, donc le Suédois qui est avec les Américains qui va les ramener. Donc en gros, on peut dire c'est l'éclaireur qui doit ramener ces Américains pour être sacrifiés au rituel. Hein. Et il est super gentil avec Dany, c'est le seul qui vraiment l'écoute comme un psy, quoi. Voilà. Et quand ils sont tous accueillis dans la communauté, Dany, c'est la seule à qui on dit bienvenue à la maison, on la prend dans ses bras. Les autres, c'est juste bienvenue, quoi, tu vois, tranquille. Donc dès le début, tu sais qu'ils veulent Dany. Ils veulent qu'elle soit, alors, du coup, la reine de mai de ces rituels. Et ça permettra à la fin à Dany, dans cette scène extraordinaire où tous ces amis crament, là, dans ce sorte de tipi, voilà, elle a le sourire. C'est la seule fois du film, je crois, où on la voit sourire à la fin. Représentation telle le soleil. Et Dany revit, c'est-à-dire qu'elle a une nouvelle naissance dans cette communauté. Et donc, on a une happy end pour le personnage avec qui on avait de l'empathie jusqu'ici. Et quand tu sors du film, tu te dis, ah ouais, quand même, ça remue un petit peu. Comment tu as perçu cette fin, toi? Parce que c'est pas, on va dire que c'est pas habituel. Bah, comme j'ai dit, c'est une fin ambiguë, c'est-à-dire que on peut presque voir ce film comme une forme de slasher, étant donné que chaque personnage va partir peu à peu. Mais évidemment, en fait, on va se dire que bah, Dany va être la final girl. Alors, c'est la final girl, oui et non, parce que c'est la seule qui s'en sort. Mais en même temps, elle accepte les rites du truc et tu la vois justement à la fin. Alors, si on relie encore une fois ce truc par rapport à la thérapie dont on parlait tout à l'heure, on peut se dire que c'est une forme thérapeutique finale, tu vois, là où, bah, à la fin Ah mais oui. on parlera pas de la fin de Boys of Red, mais il y a une fin aussi très ambiguë à la fin de Boys of Red sur la finalité de cette thérapie. Et ici, c'est Inversé. presque embrasser la folie, tu vois, l'accepter, tu vois. Donc il y a quelque chose de à la fois très terrifiant et à la fois où tu la sens réparée entre guillemets, mais quelle est la réparation? Enfin, c'est une fin très ambiguë et c'est une fin très intéressante qui est bien moins littérale pour le coup que Hérédité. Mais là encore, on peut le lier à Boys Afraid, comme tu l'as dit précédemment. Bah, c'est un petit peu, voilà, alors regarde, elle contemple le feu purificateur qui crame en gros tous les liens qu'elle a pu avoir avec sa société à elle américaine. Et ça prouve juste qu'elle était très malheureuse dans sa vie d'avant, bah, jusqu'à la mort de ses parents et de sa sœur, un petit ami qui l'aime pas vraiment. Donc tout était un petit peu morne pour elle. Et là, enfin, bah, elle va se trouver ou se retrouver. Donc en fait, c'est comme si Dany mourait aussi d'une certaine manière, ou plutôt qu'elle était déjà morte au fond d'elle. Et donc elle, la communauté, va la choisir pour qu'elle renaisse. Et bon, évidemment, c'est parce qu'elle doit être la reine de mai de ce rituel qui a lieu tous les 90 ans, parce qu'apparemment, là, c'est un truc vraiment tous les 90 ans, même si chaque année, ils font des réunions, là, il y a quelque chose de très fort. Et elle va devenir enfin, elle va enfin exister. J'ai envie de dire, à la fin, Dany existe vraiment. Et il y a tout un délire là-dessus, parce que avant qu'on en arrive là, on a une magnifique scène, peut-être l'une des plus belles scènes cinématographiques du film, de danse, où elle est clairement poussée à la réussite, c'est-à-dire que la communauté veut qu'elle réussisse, qu'elle soit la meilleure sur cette danse. C'est-à-dire que c'est son destin, elle doit être élue la reine de mai. C'est elle qui va rester la dernière debout. C'est une sorte de Koh-Lanta local, si vous voulez. Et, et disons que elle tient. Et alors, la façon de filmer cette scène est remarquable. Hein. Une sorte de petits plans séquences qui dansent avec les personnages. Et tu sens qu'on pousse son destin jusqu'au bout. Et en parallèle, tu la vois, elle a des. Alors, ça, tu l'as peut-être pas remarqué au premier visionnage, parce que c'est pas évident, mais elle a des visions. Elle voit ses parents, elle voit sa sœur aussi, un petit peu, parmi ces convives-là, parmi les gens qui la célèbrent. Et on voit à un moment ses parents qui passent et qui disparaissent, comme si c'était un synonyme de la mort totale et l'acceptation aussi du deuil de sa vie d'avant. Et il y a quelque chose de Boys of Fred aussi là-dedans, bien sûr. Sauf que là, on n'a pas une sorte de pénis géant qui sort, hein, parce que ça sortira jamais de cette scène dans Boys of Fred. Mais voilà, et je ne sais pas si tu as remarqué ces détails au premier visionnage, parce que quand tu te laisses prendre par la danse,
sais pas ce que tu as pensé de cette scène, hein, mais tu es un peu hypnotisé, donc tu vas pas forcément voir les petits trucs, quoi. Mais tu ressens le bonheur, en fait, de Danny à ce moment-là. Mais c'est un bonheur préfabriqué d'une secte, quand même, hein. Oui, c'est vrai que ce que j'ai dit, c'est que c'est très ambigu. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le revoie, en fait. Peut-être que je le reverrai pour Halloween. Mhm. Mais pour avoir justement tous ces contrastes-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est un film qui est assez dense. Au final, plus on en parle, plus on réalise que il a de multiples couches d'analyse, en fait. Ouais, et puis t'as des trucs du genre, même après la mort, il y a des choses qui subsistent, que ce soit dans les croyances, là, parce que les ancêtres sont toujours plus ou moins là, et même dans ce qui est mort au niveau de la nourriture. Tout ce qu'on mange, c'est des trucs morts, hein, il faut quand même l'avouer, ben, ça respire encore, tu vois, il y a ces effets de caméra. Alors évidemment, c'est parce qu'elle a un peu pris des drogues et tout, c'est-à-dire que la caméra est droguée à certains moments du film. Tu as des trucs qui respirent, même celui qui a subi là, la torture absolue, qui s'appelle le Blood Eagle, là, celui qui est pendu par les poumons, là. Ben, ça respire encore, qu'il est mort le truc, hein, c'est sûr, hein. Donc tu as l'impression que la vie et la mort sont liées. Donc c'est comme si, bon, Dani était morte, elle revient à la vie, et que c'est par le sacrifice de ces 9 humains, là. Alors parmi eux, il y a nos Américains, et il y a des volontaires aussi, soi-disant des volontaires. Moi, ça me fait marrer, mais bon, ils sont tous embrigadés dans une forme de secte, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que là, au-delà des traditions qu'on ne va pas juger, il y a quand même un moment où il faut se poser la question. C'est-à-dire qu'on peut mettre dos à dos ces deux communautés, que ce soit les Américains qui veulent tout s'approprier et cette secte qui sacrifie des gens quand même. Mais bon, voilà, hein, c'est l'horreur humaine, hein, aussi. Horreur psychologique et humaine, hein, c'est très Ari Aster, quoi. Parce que dans Boys of Fred, il n'y a que ça, hein, quand on y pense. Et donc, tous ces gens qui se sacrifient pour qu'elle revive. En fait, c'est super à la fin. Elle est contente. Voilà, Dany la reine et tout, mais aux dépens de la vie de 9 personnes. C'est un peu limite quand même, hein, Et ça, Ari Aster, il s'est amusé dans l'écriture du film. C'est que c'est la seule dans le métrage avec laquelle on a une empathie réelle, vraiment. Donc tu es content, psychologiquement, indirectement, dans ta tête, tu es content qu'elle survive à la fin. Mais tu as vu quand même, tous les autres, ils crèvent, hein. Donc, même sur la morale qu'on peut avoir dans un visionnage de film, Ari Aster, il est fort là-dessus. Il nous fait notre psychologie, notre psychanalytique, notre psychanalyse aussi, hein, quelque part, Ari Aster dans ses films. Non, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis, c'est ce qu'on a dit, c'est que la psychanalyse, c'est un des sujets phares de Harry Astor. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de le voir plus en plus aller là-dedans. Voilà, je pense qu'un jour, on parlera de Boys Afraid dans une critique débat, parce que c'est Mm. un film passionnant à analyser sur comment c'est la reconstruction du deuil à travers la perte d'un proche, qui était déjà quelque chose qu'avait soulevé Midsommar, mais notamment à travers la perte voilà, de la famille et des parents. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez passionnant et qui sont vraiment toujours là dans notre esprit. Voilà, il y a toutes Ouais. ces suppositions-là. Donc, c'est un film qui est hyper dense et je pense que ça prouve encore que Ari Aster, voilà, comme je l'ai dit au début, est un grand réalisateur et va être un des plus grands réalisateurs de sa génération. Puis d'ailleurs, dans les 3 films, pour le coup, il y a une chose qui les relie totalement, c'est l'idée de transcender son destin. Parce que dans Hérédité, bah, il y a l'héritage de est-ce qu'on doit être comme la grand-mère qui meurt au début, tout ça. Voilà. Est-ce qu'on peut pas finalement s'en sortir? C'est plus ou moins pessimiste à chaque film, hein. Dans Midsommar, elle doit transcender le destin aussi de ce deuil qu'elle a subi, de cette vie américaine. Et dans Boys of Fred, il doit aller outre cette vie qui a été contrôlée par sa mère. Et ça aussi, dans Boys of Fred, si vous faites gaffe, tout le début du film, le premier plan, premier plan séquence du film, nous dit tout. Où on voit que Beau, et on comprend plus tard que Beau a été utilisé enfant, tout ça. Il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus. Et donc, du coup, au final, le cinéma de Harry Astor, c'est comment ces personnages ont une vie préconstruite, préfabriquée, prédéterminée, et comment, oui ou non, ça dépend, à travers une sorte de thérapie, de tout ce que vous voulez, de psychanalyse, vous pouvez vous en sortir et devenir vous-même. Oui ou non, parce qu'au final, à chaque fois, à la fin, c'est oui mais non, je dirais, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... C'est Ari Aster lui-même, il se pose cette question. Je ne sais pas quels ont été les rapports avec ses parents, par exemple, mais est-ce que Ari Aster va réussir à devenir lui-même? À travers ses films, on peut dire oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il réussit en faisant ses films, ce que ses personnages peut-être n'arrivent pas à aboutir. Après, ça dépend, hein. Certains détracteurs d'Ari Aster diraient que il est comme ses personnages, hein. S'il y en a qui disent qu'il est trop inspiré d'autres cinéastes, ce qui est à la fois vrai mais faux, parce qu'il y a la patte Ari Aster, elle est là quand même. C'est indéniable. Mais ça sera intéressant du coup de voir où il va nous mener maintenant. Parce que tu as l'impression qu'avec Boys of Fred, il a terminé un cycle quand même.
Est-ce qu'il a réussi sa thérapie finale avec Boys of Red? On verra avec son prochain. Il y a moyen que son prochain soit différent quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, on peut conclure là-dessus. Mais son prochain pourrait être vraiment dans un tout autre genre, avec peut-être toujours le deuil derrière. Ouais, effectivement, ça peut être la fin d'une trilogie, en fait, effectivement, avec le prochain. Surtout quand on voit la fin de Boys of Red, encore une fois, on va pas la spoiler. Mais oui, effectivement, on peut avoir quelque chose de neuf. Il a repris Joaquin Phoenix, où on le sait déjà que ça va être Joaquin Phoenix, globalement, le rôle principal du film. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça peut être quelque chose de nouveau, et c'est ce que j'attends aussi. Mais voilà, je pense indéniablement au moins dans le top 3 des films que j'attends le plus l'année prochaine, et j'attends que d'être surpris, voilà, par la proposition. S'il sort l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'il y ait une S'il date sort de l'année sortie. prochaine, mais apparemment le tournage est fini, hein, donc D'accord. apparemment le tournage est fini. C'est toujours produit par A24. Et donc voilà, comme on l'a dit, il y a un gros casting, ça c'est sûr, il y aura Joaquin Phoenix dans le rôle principal, mais aussi Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler qui seront là. Voilà, c'est Hmm. pour le coup, il a jamais fait aussi gros, je crois. Mais voilà, on le sent quand même devenir plus gros, et voilà. Et aussi, moi je sais qu'à chaque fois, je m'agenouille et je chante toujours les louanges de ce studio. Mais merci à A24 quand même de permettre à Ari Aster de faire ces films-là, parce que il faut rappeler que malgré le succès critique de Boys Afraid, ça a été un énorme bide quand même, hein, Oui. qui avait un budget, je crois, de 30 millions de dollars, et qui en a fait 3. Voilà, 3 millions de dollars. Aïe. Donc on est sur un énorme bid, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup A24, parce qu'ils poussent quand même, malgré les échecs, les réalisateurs à continuer. Et voilà, ce qui prouve que je trouve que c'est un des studios les plus intéressants et qui sortent les films les plus intéressants aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas en ce jour d'Halloween à donner votre avis, ben, bien sûr, sur Midsommar, sur le cinéma d'Ari Aster aussi au sens large. Peut-être que vous avez prévu d'en voir un là en cette soirée d'Halloween. Si c'est le cas, bah, revenez le lendemain peut-être pour ou vous écoutez ça le lendemain, parce que c'est pas parce que c'est publié le jour d'Halloween qu'on ne peut pas écouter cette vidéo le lendemain ou les jours qui suivent. Que ce soit ici sur YouTube là, si vous le voyez le jour J, ou si vous êtes dans le futur sur Spotify, parce qu'on met aussi ces discussions là sur ce réseau qui est plus pratique hein, pour les écoutes de podcasts. Et n'hésitez pas aussi à aller voir notre site, évidemment, nos réseaux, Instagram, Twitter. On essaie d'être de plus en plus actifs dessus et de partager avec vous bah, les échanges cinéma, vos avis et les actus et tout ce qui nous passionne. Parce que si on est réunis ici, c'est par la passion du cinéma. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dire à très 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 bientôt. Bon Halloween à toutes et à tous. Ciao ciao. Ciao, ciao!